Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Sérieux revers des forces du maréchal Khalifa Haftar dans l'ouest libyen. Les villes de Sorman et de Sabrata leur ont été reprises par les forces loyales du gouvernement d'union nationale. Et ce à l'issue de plusieurs heures de combats intenses. Le secteur de l'anacarde ivoirien, mis en difficulté par la pandémie de coronavirus, va bénéficier d'un coup de pouce de la part de l'État. Le gouvernement qui a annoncé l'achat de 200 000 tonnes de cette noix. Et en fin d'édition, nous prendrons la direction de l'Afrique de l'Est. La région subit actuellement une invasion de criquets pèlerins, invasion qui pourrait mener à une importante crise alimentaire. Mais tout d'abord, 29 personnes ont péri dans des attaques multiples dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon plusieurs sources concordantes, ces attaques sont attribuées à la milice pour la coopération pour le développement du Congo, Codeco. La première attaque remonte à la nuit du samedi au dimanche 13 avril. Les assaillants du Codeco s'en seraient pris aux habitants du village de Koli dans la province de l'Ituri, faisant ainsi 22 morts au sein de la communauté Emma. Quant à la seconde, elle s'est déroulée ce mardi à Beni, dans le nord Kivu voisin. 2 militaires, un civil et 5 miliciens auraient été tués, a-t-on appris de sources militaires. Les villes libyennes de Sorman et de Sabrata, de nouveau sous le contrôle du gouvernement d'union nationale, un sérieux revers pour les forces du maréchal Khalifa Haftar qui perdent petit à petit leur bastion dans l'ouest du pays. Parallèlement, ces dernières ont également essuyé un échec lors d'une offensive dans la ville d'Abu Ghraib, une ville stratégique à l'est de Tripoli. Un sujet d'Aïssatou Diamanka Besland commenté par Nelly Claude Bessa. En Libye, 2 villes stratégiques sont désormais entre les mains du gouvernement d'union nationale sous le pouvoir de Fayez al-Sarraj. Le maréchal Khalifa Haftar, qui depuis 2 ans coordonne une offensive pour s'emparer de la capitale Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale GNA, a essuyé une défaite en perdant ces 2 villes, Sorman et Sabrata, à 70 km à l'ouest de Tripoli, ce lundi 13 avril. Nos forces ont pris le contrôle de Sorman et Sabrata et pourchassent les milices pro-Haftar terroristes en fuite. Il aura fallu 6 heures de combat avec des frappes aériennes entre les 2 belligérants pour que les forces de Fayez al-Sarraj s'emparent de ces 2 villes. Un nouveau revers pour les combattants du maréchal Haftar après la perte l'été dernier de Gariane, leur arrière-base dans l'ouest du pays. Ça représente des pertes importantes, ça signifie qu'il est en plein recul et que notamment la stratégie de soutien des Turcs semble fonctionner du camp d'en face, ce qui laisse augurer une fin un petit peu difficile pour le maréchal Haftar. J'ai l'impression que le camp d'en face en profite pour affaiblir définitivement le maréchal Haftar. La Libye est plongée dans l'insécurité depuis la chute de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011. À cela s'ajoute désormais la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Le pays qui a déjà enregistré 24 cas de contamination au Covid-19 et 1 décès. Au Tchad, en pleine lutte contre la pandémie de coronavirus, certains partis politiques préparent tout de même leurs militants pour les élections législatives et communales prévues en décembre 2020. Pas de meeting et de tractage qui vont à l'encontre de l'exigence de distanciation sociale. Les formations politiques ont choisi les nouvelles technologies et notamment les réseaux sociaux pour galvaniser leurs militants. Reportage de notre correspondant à N'Djamena Mahamat Ramadan, commenté par Nelly Claude Bessa. Au Tchad, le Covid-19 ralentit mais n'a pas freiné les activités politiques. Malgré la psychose autour de l'épidémie, les partis politiques se mettent en ordre de bataille en utilisant les nouvelles technologies pour préparer les prochaines échéances électorales. C'est le cas du parti Un Jour Nouveau qui mobilise ses militants à travers les réseaux sociaux et a lancé le processus de désignation de ses candidats pour les législatives prévues en fin de l'année 2020. Nous voulons envoyer massivement la jeunesse à l'Assemblée nationale pour changer la manière de réfléchir, la manière de parler, la manière de prévoir l'avenir, la vision nouvelle du monde que nos aînés, entre guillemets, pas tous les aînés, mais certains aînés aujourd'hui que nous voyons au devant de la scène ne comprennent pas.
Convaincu que l'après-Covid-19 sera encore plus difficile pour les Tchadiens parce que les effets néfastes de cette pandémie vont se faire sentir sur l'économie et le social, le parti Un Jour Nouveau appelle les autorités à anticiper. Prévoir et planifier sereinement l'avenir, c'est l'un des principaux arguments du parti pour mobiliser son électorat via l'Internet. L'économie mondiale va changer, les finances mondiales vont changer, la situation sociale aussi va changer, les comportements vont changer, le monde ne sera plus le même. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour préparer le peuple à affronter ces moments qui vont arriver? Ce sont là des interrogations. Et nous voulons nous adresser donc à nos gouvernements et leur transmettre ces interrogations-là pour qu'ils prennent le relais, pour ne pas qu'on soit surpris. Pour rappel, malgré la crise sécuritaire au lac Tchad et la menace sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la Commission électorale nationale indépendante a maintenu son chronogramme des élections législatives et communales prévues en décembre 2020. L'épidémie de coronavirus qui paralyse également le secteur de l'automobile. Les annonces d'arrêt de production des constructeurs automobiles se sont multipliées face à la progression de la pandémie sur le continent. Une situation qui a mené plusieurs usines africaines de fabrication de véhicules à baisser le rideau depuis le début du mois d'avril. Ibayakot, commentaire Marcel Farbamaroun. Le gouvernement tanzanien a déboursé 10 milliards de dollars pour soutenir la réorganisation de la Tanzania-Zambia Railway Authority dans la réalisation de son objectif d'exploitation commerciale. S'exprimant après avoir inspecté deux locomotives dans lesquelles de nouveaux moteurs de traction ont été installés dans la région de Mbeya, le ministre des Travaux publics a déclaré que la décision améliorerait l'efficacité et augmenterait le transport de marchandises en Afrique. Il a révélé que ce financement vise à aider l'autorité à mener ses activités commerciales et atteindre l'objectif de 5 millions de tonnes de manutention de marchandises par an. Le ministre tanzanien des Travaux publics a rassuré les populations que l'exercice de réhabilitation portera le nombre total de locomotives de 13 à 20, chacune d'une capacité de 30 000 tonnes. En Côte d'Ivoire, la pandémie de Covid-19 affecte bien des secteurs. C'est le cas de la filière de la noix de cajou qui a reçu un coup de pouce de l'État. L'exécutif qui va faire l'acquisition de 200 000 tonnes de cette noix et ce, au prix minimum garanti. De quoi aider les acteurs de cette filière à écouler leur stock. Un sujet de la rédaction commenté par Aïssa Toubari. La Côte d'Ivoire au chevet de sa filière anacarde. L'exécutif ivoirien va acheter 200 000 tonnes de cette noix et ce, au prix minimum garanti de 400 francs CFA le kilo. Une décision qui a été officialisée par le ministre de l'Agriculture, Adjoumani Kobenan Kouassi. Le Covid-19 a conduit aujourd'hui à une paralysie quasi totale de l'activité économique mondiale, entraînant ainsi une importante baisse des prix internationaux qui se situent actuellement entre 900 et 1100 $, soit en dessous du prix minimum CAF. Il faut dire que le secteur de l'anacarde est sérieusement mis à mal par la pandémie de Covid-19. Plus de 2 mois après l'ouverture de la campagne de commercialisation de cajou 2020, certains contrats ont été reportés, notamment dans des pays importateurs majeurs, à l'image de l'Inde ou du Vietnam, ou tout simplement annulés. Un sérieux revers pour le pays, premier exportateur mondial de cajou. Alors je crois que c'est une très bonne initiative qui permettra donc l'enlèvement rapide de la production au prix officiel, structuration donc des coopératives et également ces résolutions pourront assurer un revenu relativement rémunérateur aux planteurs. Toutefois, il faut que ces mesures soient appliquées sans délai afin que le secteur de l'anacarde puisse sortir la tête de l'eau malgré cette pandémie. Pour parer à l'impact négatif lié au coronavirus, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une série de mesures d'urgence. Outre cet achat, le gouvernement ivoirien envisage de structurer un nombre important de coopératives, de producteurs et d'acheteurs, dans l'espoir d'alléger les difficultés financières de près de 400 000 ménages défavorisés. Dans le reste de l'actualité, la société publique du pétrole nigériane NNPC se désengage de la gestion de 4 raffineries. À la suite de la remise à niveau de ces dernières, une compagnie privée sera engagée pour en poursuivre la gestion, le tout dans l'objectif d'une réhabilitation complète du secteur pétrolier public prévu dans le programme du président Muhammadu Buhari pour 2022. Kamesh Katapoulé et Aïssa Toubari.
Une décision qui a provoqué la surprise au Nigeria. La NNPC, la compagnie nationale pétrolière du pays, ne gérera plus ses 4 raffineries publiques après leur réhabilitation. Une annonce faite par son président, Mele Kyari, lors d'une interview. Le patron de la société a également affirmé qu'une compagnie privée sera engagée pour assurer l'opération et la maintenance de ces raffineries. Nous allons choisir une entreprise qui garantira que ces usines fonctionneront pendant un certain temps. Nous voulons essayer un modèle différent pour les faire fonctionner et nous allons appliquer ce processus à l'exploitation des 2 autres raffineries. Depuis plusieurs années, la NNPC a été vivement critiquée pour la gestion de ces 4 raffineries. Au cours de ces dernières années, les opérations de remise à niveau ont coûté plus de 25 milliards de dollars. Une somme astronomique dépensée en raison de la vétusté des installations. Premier producteur de pétrole, le Nigeria est pourtant contraint d'importer du carburant et pour cause, la capacité de raffinage est limitée. Elle est estimée à 445 000 barils par jour. Donc ici, il s'agit surtout de rassurer l'opinion publique sur la volonté du gouvernement en place d'assainir les finances publiques et de lutter contre la corruption dans le secteur pétrolier. Maintenant, le deuxième point, il peut plus être relatif au caractère opérationnel. Privatiser certaines entreprises du secteur pétrolier pourrait permettre au gouvernement ou à l'État du Nigeria d'avoir accès à des ressources supplémentaires pour combler son déficit. Projet phare du président Muhammadu Buhari, la réhabilitation de ces raffineries devrait être achevée d'ici 2022. La Corne de l'Afrique confrontée à la menace des criquets pèlerins. Rien qu'en Éthiopie, le bilan est lourd. Au moins 200 000 hectares de terres agricoles ravagées et 1 million de personnes dans le besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Et c'est toute la région qui serait concernée. Une deuxième vague de criquets pèlerins qui pourrait faire basculer des millions de personnes dans la famine. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture réitère donc ses inquiétudes. Zahra Mohamed Moutou et Marcel Fabamaroun. Chaque jour, la scène est la même. Des millions de criquets pèlerins arrivent. Une armée d'insectes qui menace toute une région. L'Éthiopie, la Somalie, le Kenya et l'Ouganda. En tout, 11 pays d'Afrique de l'Est doivent faire face à des essaims géants de criquets qui menacent directement les récoltes. Dans ses dernières déclarations, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture s'inquiète d'une aggravation de la situation au moment où près de 20 millions de personnes sont menacées d'insécurité alimentaire. La recrudescence de criquets pèlerins est toujours alarmante, en particulier en Éthiopie, au Kenya et en Somalie, où la situation représente une menace sans précédent pour la sécurité alimentaire et les moyens d'existence des populations. C'est dans ce contexte de crainte de crise humanitaire majeure que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture exhorte les États et leurs partenaires à lancer une politique de grande ampleur visant à enrayer le phénomène qui pourrait se démultiplier au cours de la prochaine saison des pluies. Les gouvernements africains ne sont pas silencieux face à la menace des criquets pèlerins, aussi bien que des chenilles légionnaires, qui sont aussi une autre menace, notamment dans la partie ouest africaine. Je pense juste que les initiatives qui sont menées le sont dans des cadres qui ne font pas l'objet de très grosses médiatisations. Et c'est peut-être pour ça qu'on peut avoir l'impression que les gouvernements n'agissent pas. La FAO déclare de son côté accroître ses efforts en matière de surveillance, mais aussi au niveau des opérations terrestres et aériennes de pulvérisation, afin de lutter contre la recrudescence des criquets pèlerins. Une zone de 240 000 hectares a été traitée dans la région. Cependant, la fermeture des frontières en raison de la pandémie de Covid-19 ralentit la livraison de pesticides. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur